À première vue, un petit insecte inoffensif, pourtant il fait de gros dégâts. En 2 ans, la chenille légionnaire d'automne a conquis le continent et menace la sécurité alimentaire de ses habitants. Officiellement détectée en Afrique de l'Ouest en 2016, elle s'attaque surtout à la culture du maïs. Wycliffe Ngoda est fermier dans l'ouest du Kenya. Il a été fortement touché en 2017. J'ai perdu la moitié de ma récolte, donc ça représente 50% de revenus en moins. Il faut donc trouver d'autres sources de revenus extérieures. En plus, l'année dernière, le prix du maïs était au plus haut. Plus de 200 millions de fermiers et leurs proches dépendent financièrement de la culture du maïs sur le continent, d'où l'inquiétude des scientifiques. C'est l'un des ravageurs de culture les plus meurtriers au monde. Il a la capacité d'attaquer différentes cultures, mais le maïs est ce qu'il préfère. Et le maïs étant l'aliment de base de l'Afrique, il y a une vraie menace de sécurité alimentaire. La chenille légionnaire en état de larve se niche dans la végétation entourant l'épi. Sa durée de vie est relativement courte, 1 mois et demi, mais durant ces 2 dernières semaines, elle se transforme en papillon et peut parcourir jusqu'à 100 km en une seule nuit. Pour riposter, il existe plusieurs solutions dont les pesticides, mais il faut en changer régulièrement car la chenille crée des résistances. Certains utilisent des détergents domestiques ou encore d'autres méthodes plus artisanales. L'année dernière, ils ont utilisé des cendres et ça a fonctionné pour certains. D'autres mettent de la terre dans l'entonnoir de la culture et cela a fonctionné pour certains d'entre eux. Parce que je pense que ça suffoque, ça étouffe l'insecte. Faute de solution miracle pour éradiquer la chenille, les chercheurs préconisent des semailles précoces et de passer en mode culture alternée pour augmenter les rendements et compenser ainsi les pertes. Faire passer la Côte d'Ivoire de la 12e à la 5e place africaine des meilleures destinations touristiques, toutes tendances confondues d'ici 2025, tel est le défi que se lancent les autorités ivoiriennes. Un défi qu'elles comptent relever en investissant dans le secteur 3 200 milliards de francs CFA à travers 2 fonds. Le premier, destiné à des privés, vise à développer des infrastructures et des activités existantes ou non afin de les doper. Le second fonds, dénommé Fonds souverain de développement touristique, sera adossé à un patrimoine foncier qui constituerait des éléments de gage et de sûreté afin que, de 2017 à 2025, le pays ait la possibilité de mobiliser les 3 200 milliards de francs CFA qu'il entend investir. Tous ces investissements devraient permettre à la Côte d'Ivoire de faire passer à 8% en 2025 la part du tourisme dans le PIB ivoirien. Également, Abidjan, qui a enregistré en 2017 l'arrivée de 1,8 million de touristes contre 471 000 en 2014, espère atteindre 4,5 à 5 millions de touristes à l'échéance 2025. Décossé, décortiqué, c'est la fin de la saison de la noix de cajou dans le nord du Mozambique. Et cette usine de transformation tourne à plein régime. Son propriétaire, un entrepreneur portugais, l'a ouverte il y a 10 ans. O futuro da indústria para já parece ser promissor, porque está a haver uma demanda para a amêndoa, está a haver demanda para a amêndoa de caju. Nós estamos a conseguir vender tudo. Estamos a expandir o nosso negócio, parece ser promissor e continua a haver mercado. Dans les années 70, le Mozambique était le premier producteur mondial de noix de cajou. Mais une longue guerre civile et plusieurs catastrophes naturelles ont mis la filière à terre. L'autre responsable, la Banque mondiale. En 1995, l'institution financière a exigé un plan d'austérité synonyme d'arrêt des subventions au secteur. Résultat, les usines ont fermé et 10 000 personnes ont perdu leur emploi. Para o nosso caso, não correu bem. Aconteceu que a indústria, portanto, derrapou. Tivemos colapso da indústria, mas neste momento temos uma situação revertida em que sim, temos que permitir que haja uma liberalização, mas é preciso que haja controle também da indústria. Depuis, le gouvernement de Maputo est parvenu à redresser le secteur. En 2017, la production a battu son record des 30 dernières années.
Ces plants, cultivés à l'Institut national de promotion du cajou, sont distribués gratuitement à des petits producteurs comme Armando. Il vient tout juste d'ajouter 500 pieds supplémentaires à sa plantation. Está suficiente porque não é igual antigamente como vínhamos que estava no 30, 25 quilos, agora que está a subir para 70, pouco suficiente. Grâce à sa production, Armando a gagné en 2017 près de 3 fois le salaire minimum d'un agriculteur au Mozambique. De quoi se payer une moto et financer l'école de ses enfants. Le Kenya affiche un taux de croissance de 4,9% pour l'année 2017. C'est ce qu'indiquent les autorités du pays qui ont revu à la baisse leur prévision initiale de 6%. Le nouveau taux annoncé reste en deçà des 5,85% que le pays a enregistré en 2016. Le ralentissement de la croissance kenyane serait provoqué par la période de forte instabilité politique qu'a connue le pays lors des dernières élections présidentielles. Également en cause, la sécheresse qui sévit dans le pays et qui a entraîné un ralentissement du rendement du secteur agricole dont la croissance a chuté à 1,6% en 2017 contre 5,1% en 2016. Autre facteur défavorable, la baisse des recours au crédit dans le secteur privé au Kenya. Pour 2018, les autorités kenyanes tablent sur une reprise de la croissance à 5,8%, stimulée notamment par une stabilité de la situation politique du pays ainsi qu'une augmentation des investissements dans le secteur de la fabrication, de l'agriculture, de l'accès au logement et de la santé. $2,5 milliards, c'est la somme que le Ghana va rechercher sur les marchés internationaux dans le cadre d'un nouvel eurobond. Destiné à refinancer une partie de la dette du pays et à boucler son budget 2018, l'opération intervient après que le gouvernement ghanéen a claqué la porte du Fonds monétaire international. Le nouvel eurobond est assorti d'un taux de près de 7%, nettement inférieur aux ventes précédentes. Le pays espère obtenir un prêt sur une période de 20 à 30 ans, alors que son eurobond le plus récent est une obligation non garantie venant à échéance en 2022. Ce précédent eurobond s'est échangé en septembre 2016 sur les marchés à un taux de 9,25%, entraînant une amélioration considérable des données économiques du pays. Ainsi, l'inflation qui était de 15,4% à la prise de pouvoir du nouveau gouvernement du président Nana Akufo-Addo en janvier 2017 a chuté à 10,4% en mars 2018. Aujourd'hui, le Ghana, qui met en œuvre un ambitieux plan de développement basé en partie sur l'amélioration des recettes fiscales et la transformation du pays en un hub aéroportuaire pour la sous-région, s'attend à la croissance la plus élevée du continent, environ 8%. Entre 2016 et 2017, le montant des fonds envoyés dans les pays à revenus faibles ou moyens est passé de 429 milliards de dollars à 466 milliards de dollars, ce qui correspond à une hausse de 8,5%. Il s'agit, selon la Banque mondiale, d'un rebond des transferts d'argent plus élevé que les prévisions. Ce rebond est essentiellement tiré par la croissance en Europe, en Russie et aux États-Unis. Laquelle croissance a permis aux migrants et à leurs familles d'envoyer davantage d'argent à destination de l'Inde, 69 milliards de dollars, de la Chine, 64 milliards de dollars, des Philippines, 33 milliards de dollars, du Mexique, 31 milliards de dollars, du Nigeria, 22 milliards de dollars et de l'Égypte, 20 milliards de dollars. En considérant les régions, on note que l'Europe et l'Asie centrale ont vu en 2017 les transferts d'argent augmenter le plus avec un bond de 21% et l'Afrique subsaharienne de 11,4%. Selon les prévisions de la Banque mondiale, en 2018, ces transferts d'argent vers les pays pauvres devraient encore s'accroître de 4,1% pour atteindre 485 milliards de dollars. Au total, les transferts vers l'étranger, incluant ceux à destination des pays riches, devraient s'élever à 642 milliards de dollars en 2018,
soit plus de 4,6% contre 613 milliards de dollars en 2017, plus 7%, toujours au dire de la Banque mondiale qui note que l'Afrique subsaharienne demeure la région où envoyer son argent demeure le plus coûteux avec un coût moyen de 9,4%. L'institution plaide d'une part pour l'élimination des contrats d'exclusivité pour améliorer la concurrence et d'autre part pour l'introduction d'une technologie plus efficace. Les perspectives de redressement économique de l'Angola ne sont plus négatives mais stables. C'est ce qui ressort de l'évaluation de l'agence de notation Fitch. À l'origine de cette amélioration, la hausse des prix du pétrole et le soutien du Fonds monétaire international. Elle reflète également les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des ajustements monétaires et budgétaires effectués par le gouvernement du président João Lourenço et qui ont conduit à une dévaluation du Kwanza contre l'euro de près de 32%. S'agissant de la notation de la dette souveraine du pays, à long et à court terme, elle est maintenue à B, au-dessous de l'échelle d'investissement. Ceci principalement à cause de la forte dépendance des exportations de pétrole qui pèsent sur la dette publique du pays. Pour obtenir le meilleur prix, il faut être rapide et concentré. À la bourse aux fleurs de Hyères, ces acheteurs peuvent dépenser plus de 100 000 € en une matinée. En ce moment, la pivoine du sud de la France s'arrache à prix d'or et attire les fleuristes du monde entier. Même des Pays-Bas, la plateforme mondiale des fleurs. On a une gamme très large, beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de producteurs dans la région qui ont investi dans les plants de pivoine, les belles variétés. Et ils savent le produire très très bien pour arriver jusqu'au bout pour vraiment un produit exceptionnel. Les prix qu'on paye sont aussi exceptionnels parce qu'ils font un produit exceptionnel de luxe, comme on peut dire. Aujourd'hui, une grande partie des roses et des tulipes vendues dans le monde poussent en Afrique. Dans les chambres froides du marché de Hyères, on en trouve de moins en moins. Il y a 10 ans, ce producteur a décidé de passer à la pivoine, un choix qu'il ne regrette pas. Le problème, c'est que l'énergie ne faisait que monter, la concurrence, les prix étaient de plus en plus en baisse. On avait une concurrence qui arrivait de tous les pays du tiers-monde, donc au bout d'un moment, il fallait faire un choix. Et le choix, on l'a fait, on a choisi donc des cultures qu'on appelle méditerranéennes, sans chauffage. Et pour nous, c'est convaincant et c'est bien plus intéressant que la culture des roses. Seul bémol, la pivoine a une saisonnalité très courte, de mi-avril à mi-mai. Les acheteurs jouent leur année en cette saison qui s'achève à la fête des mères. En une matinée, 300 000 pivoines ont été vendues, plus de la moitié du stock total de fleurs, entre 30 centimes et 2,80 € la tige. La veille au soir, on reçoit des mails, des textos jusqu'à très tard le soir. Le matin, tout le monde est là et ça va être des journées sans fin actuellement, pendant quelques semaines. Donc ça, bon, c'est le dernier coup de rein avant la fin de la saison. Hyères n'est que le 4e marché aux fleurs coupées d'Europe, loin derrière les 3 premiers, tous situés aux Pays-Bas. Mais pendant quelques semaines, grâce au retour de la pivoine, c'est ce petit marché du Sud qui rafle la vedette aux mastodontes du secteur.